Bienvenue sur le forum des lecteurs France Bleu La Montagne, Corrèze Télévision. Nous sommes en direct sur le site donc, de corrèzetélévision.fr. Le thème de ce forum est au fil des pages. Nos invités sont Malek Chebel pour l'érotisme arabe aux éditions Robert Laffont et également donc Patrick de Carolis qui nous a rejoint pour son livre Laetitia Air Bonaparte aux éditions Plomb. Ce forum des lecteurs est animé par Florence Bouchy. Merci Patrick, merci à vous tous d'être ici pour cette dernière journée de Forum des lecteurs. Nous retrouvons donc Malek Chebel pour l'érotisme arabe et Patrick de Carolis, Laetitia Air Bonaparte, la mère de toutes les douleurs. Je me tourne vers eux. Alors, leurs livres n'ont a priori pas de lien, si ce n'est ils sont tous les deux le fruit d'un travail de recherche, d'érudition, des livres savants sur lesquels je pense qu'il va être intéressant de les interroger un peu plus et de savoir d'où vient leur projet et quelle a été leur méthode pour nous proposer ces livres si particuliers. Je me tourne donc vers Malek Chebel, l'érotisme arabe. Alors on le sent déjà dès le titre, vous annoncez la couleur du projet. Malgré tout, ce projet, est-ce que c'est le vôtre? Est-ce qu'on vous a proposé d'écrire cette anthologie? Est-ce que ça fait longtemps que vous l'aviez en tête? C'est le mien, indéniablement. C'est même plus que ça, c'est la synthèse des 20 dernières années de pratique, vous dites de savoir, mais je dirais moi de pratique, autour de l'amour et de la question sexuelle. Amour, sexualité, tendresse, beauté. C'est un livre de grand raffinement, parce qu'il me semble que la question amoureuse ne peut pas se dépouiller, si vous voulez, de cette part de sublimité, de raffinement, de tendresse, de beauté. Donc c'est la synthèse de tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, et c'est la synthèse la plus aboutie, parce qu'elle a vocation à clore ce cycle-là. Oui, vous êtes chercheur. Non, je suis chercheur, je suis un peu moins que chercheur et un peu plus que chercheur en réalité. Parce que je suis surtout quelqu'un de curieux. Curieux de la vie, curieux de la beauté, de la tendresse, curieux de la femme. Je suis un amoureux de la femme. Universel et inconsolable. Inconsolable. Il a adoré Scheherazade. Je ne sais pas si vous avez lu son dictionnaire amoureux de Scheherazade. Hein, c'est vrai. Et donc, au moment de la furie religieuse un peu partout dans le monde, et en particulier dans le monde musulman, j'ai voulu être le contrepoint de cette folie morbide, de cette incroyable épopée nouvelle, de croisade nouvelle, pour dire le beau, pour dire le vrai, pour dire la douceur et la tendresse. Parce que justement, le premier chapitre de votre livre, dans votre préface en fait plus exactement, s'intitule L'islam, religion de l'amour, point d'interrogation. Oui. C'est presque une forme de militantisme d'imposer ces questions, ces idées dans le contexte actuel. Militantisme de la vérité, tout simplement. L'islam, religion de l'amour, à mes yeux, oui et 3 fois oui. Mais à condition qu'on n'ait pas des fous furieux tous les jours qui l'abîment, cette religion, et qui abîme son image. Parce que notre problème à nous, ce n'est pas tellement de prouver que l'islam est fondé sur l'amour, comme d'ailleurs le christianisme, comme le judaïsme, comme les grandes idées morales, comme le bouddhisme, et tout ça, c'est pas difficile, ça. J'ai 14 siècles de culture derrière moi pour le prouver. Encore faut-il que tout autour de nous, ici et maintenant, on n'est pas des malades mentaux, des psychopathes qui tous les jours me contrarient personnellement en disant le contraire. Et moi, je me bats contre cette fausse idée que l'islam n'est que violence. Alors, en vous provoquant un petit peu, j'ai envie de dire, vous pensez que les fous furieux dont vous parlez vont aller lire votre livre et se rendre compte que, non, en fait, l'islam, c'est l'amour, hein. Non, d'abord, le jour où ils me liront, ils seront moins dangereux. Oui. Moi, je dis, ouvrez le livre. Dès l'instant où on me dit, j'ai ouvert votre livre, j'ai dit, je suis en terre de paix, parce que ça ne peut pas, un lecteur, et ici on a de beaux exemples, ne peut pas être dangereux parce que intrinsèquement, il va développer une culture de paix. La lecture est un mécanisme de la paix. Donc les fous furieux, j'ai aucune raison de les craindre d'une certaine manière, de ce point de vue-là, parce qu'ils liront jamais mes livres. C'est pourquoi on me dit, mais pourquoi tu n'as pas de fais-toi sur la tête? Pas de fais-toi sur ta tête. Avec tout ce que j'écris sur le vin, sur le sexe, sur l'amour, sur la tendresse, depuis des années. C'est que les gars ne lisent pas. Ils ne lisent pas mes bouquins, peut-être grâce à cette émission, ils vont peut-être lire mes bouquins et c'est là que je vais avoir tous les problèmes du monde. Non, ils ne me liront pas, mais le jour où ils me liront, ils comprendront que je me nourris à quelque chose de sain, de sincère, de tolérant, de respectueux, parce que je dis toujours, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez d'abord les autres, vous verrez très vite, ils vont commencer à vous respecter. Il y a une logique totale là-dedans. Vous ne pouvez pas
ne pas être respectés dès lors que vous vous mettez en position de respecter les autres. Et donc les intégristes musulmans, c'est pareil. Le jour où ils me liront, peut-être certains vont se braquer, mais la majorité vont comprendre que je suis sincère et qu'il n'y a pas de raison de jeter une fatwa sur ma tête. Alors justement, si vous ne comptez pas trop sur la lecture des fanatiques, et on vous comprend, peut-être qu'il y en a un ou deux qui franchira le pas, mais que peut-on attendre alors de ce genre de livre, que ça diffuse progressivement des idées sans en avoir l'air petit à petit? Non, pourquoi sans en avoir l'air? C'est publié dans une grande maison d'édition à Paris, c'est dans toutes les vitrines, je suis traduit dans 15 langues. Non, moi je professe la beauté, je professe la tendresse, je professe l'amour. Donc ils le savent déjà. Mais vous voulez, la force des idées est d'être une idée corrosive. C'est que si l'idée est bonne, elle va circuler, elle va cheminer toute seule. Vous n'avez pas besoin de l'aider. Elle se démerdera tout seule. Bon, pour le coup, je pense, où mes idées sont vraiment excellentes et les islamistes, si vous voulez, plient le genou devant ça et me respectent, ou alors personne n'en a entendu parler et j'ai la paix des braves dans tous les cas de figure. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez fait? Donc, il y a des préfaces, il y a une introduction, donc là qui sont très érudits, et ensuite il y a un choix anthologique de textes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a présidé à vos choix? Mon choix est présidé, si je puis dire, par la nature des choses, par l'ordre des choses. Depuis 14 siècles, l'islam développe une culture du lit, une culture du bien jouir, une culture de la tendresse. Les musulmans ont été des spécialistes dans les aphrodisiaques, dans les préliminaires. Et j'ai commencé par le commencement, par le Kama Sutra arabe, il est là-dedans. Et la suite, logique, à la fois chronologique et thématique, de tous les thèmes qui ont traité de l'amour et de la sexualité. Je te surveille, toi. Je te surveille. Est-ce que l'érotisme musulman arabe est différent de notre érotisme occidentale? Elle n'ose pas poser la question, mais... Non, mais elle aurait dû, parce qu'en réalité, la finalité est la même. Vous imaginez, depuis Adam et Ève, on fait la même chose. Hein. Sous toutes les latitudes, je vous tranquillise tout de suite. Le problème n'est pas le but, le problème est la démarche, la méthode, comment y arriver. Les préliminaires, c'est à la fois social et culturel, et puis c'est la complexion personnelle de chacun, c'est l'éducation de chacun, c'est la distance de neutralité, la distance, si vous voulez, de neutralité qu'il y a entre l'homme et la femme dans le monde arabe qui est très complexe. Il y a une distance culturelle à maintenir avec une femme. Par exemple, vous, je n'ai pas le droit, culturellement parlant, de m'approcher plus de vous que cela, parce que cela suppose qu'on ait une relation intime, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, non. Non, ce n'est pas le cas. Bon, donc il y a une relation, si vous voulez, il y a une distance culturelle qui me permet de préserver votre... Et nous deux, alors, parce que nous, on est plus proches. C'est plus embêtant. C'est plus embêtant avec toi parce que j'ai créé un mot qui s'appelle l'homosensualité. Oui. Pas l'homosexualité, l'homosensualité. Et donc, c'est vrai que la compagnie des hommes dans le monde arabe, elle est beaucoup plus intéressante à observer de ce point de vue-là. En fait, je termine. La différence, c'est comme, in fine, il y a un linguiste qui m'a dit, vous, les Arabes, vous écrivez de droite à gauche. Nous, on écrit de gauche à droite. Et je lui ai dit, rassure-toi, on fait tout de droite à gauche. Y compris peut-être l'amour. Il faut savoir, peut-être il faut voir le fléchage, la relation amoureuse, la tendresse, comment on engage la relation amoureuse et sexuelle avec le partenaire. Est-ce que le fait que notre cerveau soit déterminé par la langue, par le langage, comme dirait Lacan, détermine nos gestes au quotidien et nos comportements? C'est intéressant à voir. Parce que je suis sûr que les neurobiologistes devraient s'intéresser à la manière dont nous nous approchons mutuellement. Est-ce qu'un gaucher approche sa partenaire de la même manière qu'un droitier, etc. Donc il y a des champs d'investigation illimités dans ce domaine. Est-ce que pour ce livre, donc vous nous l'avez dit, c'est la somme de vos recherches, de votre travail, est-ce que ce livre contient quelques découvertes ou quelques textes que vous avez redécouverts ou que vous n'aviez pas tellement approfondis jusqu'à présent et que vous avez l'occasion ici d'un peu de mettre en avant? Écoutez, vous me posez une question admirable, parce que la réponse ne peut être qu'admirable. Tout est découverte dans la relation amoureuse. Tout et tout le temps. C'est même avec votre partenaire. Aujourd'hui, je vous engage, tous et toutes, d'explorer une terre inconnue
qui est votre amoureux ou votre amoureuse. Vous croyez tout connaître d'elle, que nenni, vous découvrez toujours des choses nouvelles et tous les jours que Dieu fait, vous êtes en posture, en position de découvrir le grain de beauté que vous n'avez pas vu, le pli de la courbure que vous n'avez pas suffisamment contrôlé dans l'évolution, le déhanchement, le regard, la patine de la main, la manière que votre épouse ou votre époux vous touche. Tout est découvert parce que nous sommes dans le cadre de l'humain. Tu comprends ça? Oui, je comprends tout à fait. Il y a une poésie de l'amour. Il y a une poésie de l'amour. Et puis, dans cette érotique-là, on ne peut pas dire que je suis le scientifique qui a tout contrôlé, tout vérifié. On découvre toutes les choses, des choses nouvelles, y compris nous. Les Arabes, ils ont 100 mots pour dire je t'aime. Les 100 mots sont là. Je t'aime le matin. Je t'aime quand tu es nerveuse. Je t'aime quand tu es détendue. Je t'aime avant le maquillage. Je t'aime après le maquillage. Je t'aime après t'être démaquillé de nouveau. Je t'aime au printemps. C'est différent. L'amour du printemps est différent de l'amour de l'automne, etc. Donc toute cette science-là diffuse et infuse d'une certaine manière. Elle est contenue dans tous nos gestes. Si vous avez une éducation érotique ou séductionnelle seulement, sans aller jusqu'à l'érotique, ça se traduit forcément dans vos gestes, dans vos paroles, dans votre regard. Si vous n'avez aucune éducation, et malheureusement souvent les gens n'ont pas d'éducation, je parle surtout des hommes, parce que c'est les hommes qui conduisent le balai amoureux, étant donné la distance culturelle de la chasteté, de l'ascétisme qui est proposé par le monde arabe. Ce sont les hommes qui essaient de conduire mal, malheureusement, parce que dans beaucoup de cas, ils loupent des marches. Donc si vous avez cette culture-là, vous saurez d'avance que la personne ne peut pas être appréhendée n'importe comment. Al-Razali, un grand théologien du Moyen-Âge, dit qu'il ne faut pas approcher votre épouse comme si vous étiez dans un règne animal. Et dans l'érotisme arabe, c'est l'homme qui mène la danse? Non, alors justement, dans tous les domaines de la vie, on peut imaginer socialement et politiquement un dénivelé de responsabilité ou de niveau social, etc. Ou de rapport de l'homme à la femme, de puissance de l'homme par rapport à la femme. Sauf un seul domaine, qui est le domaine de l'amour. Dans le pieu, dans le lit, vous ne pouvez pas dire que je suis supérieur ou je suis inférieur. Vous êtes pareil. Et la femme et l'homme sont d'une manière mathématique, d'une égalité absolue. Il suffisait que l'un soit supérieur à l'autre pour que les choses ne marchent pas. Donc, le seul domaine où je suis sûr, sans même écrire une charte officielle, où l'homme et la femme sont absolument égaux, c'est le domaine du pieu. Du lit, si vous voulez. Parce que le pieu, peut-être, c'est du lit. Le domaine du lit, l'art amoureux est une science de l'égalité absolue entre l'homme et la femme. Parce que si vous loupez la femme, vous loupez tout. Alors, Patrick de Carolis, la transition n'est pas forcément très très facile avec votre livre. Alors moi, il n'y a pas d'érotisme dans mon livre. Il y a beaucoup d'amour, l'amour d'une mère, mais il n'y a pas d'érotisme. Il y aurait pu y avoir un petit peu d'érotisme avec une des filles de Laetitia, Pauline. Pauline, qui est la plus coquine des filles, mais qui sera aussi la plus fidèle au clan, la plus fidèle à Napoléon. Alors, on va reprendre un petit peu déjà le projet de ce livre pour le présenter à nos spectateurs. Donc, il s'agit de la vie, du journal de Laetitia Bonaparte, qui est donc la mère de Napoléon. Comment en êtes-vous venu d'abord à vous intéresser à ce personnage et sur quel type de documents? Alors, sur Napoléon, il y a énormément de choses. Sur les enfants de Napoléon également, et notamment les filles, Elisa, Pauline et Caroline. Et très peu sur la mère. Il y a eu quelques livres faits sur la mère, mais c'est un personnage quand même qui est un peu oublié de l'histoire et pourtant extrêmement capital. Ça a été le chef de la famille. Et ce qui m'a surpris, comme vous le dites, effectivement, avoir engendré autant de rois et de reines et de princes et de princesses. Et surtout avoir giflé autant de rois et de reines, parce qu'elle a éduqué ses enfants. Elle a été veuve à l'âge de 36 ans avec 8 enfants à charge. Très peu de moyens, elle a connu la précarité avant de connaître la gloire et les ors de l'Empire. Son mari meurt à 38 ans et elle a eu 13 accouchements et 8 enfants ont survécu.
Moi, j'ai imaginé ce livre tout simplement parce qu'en 1836, elle meurt en exil, elle meurt à Rome, et elle meurt, je dis pas dans la clandestinité, c'est pas vrai, mais elle meurt dans l'indifférence organisée. Elle vit à Rome, dans son palais, elle meurt, elle a 86 ans, elle va avoir 86 ans quand elle va mourir. Et sur son catafalque qui traverse Rome pour sortir de la ville, aller dans un cimetière d'un couvent, il y a juste ces trois initiales, LLRB, Laetitia Ramolino Bonaparte. Aucune couronne, rien. Pour passer le plus incognito possible dans les rues, pour pas réveiller les ardeurs du passé. Et à ce moment-là, on apprend en France qu'elle vient de mourir. Et il y a une revue en France à cette époque-là qui s'appelle Le Magasin Universel, qui est une revue un peu comme le Journal Illustré, enfin c'est la revue à la mode. Et il y a quelqu'un qui écrit un long article sur elle et qui signe de ses deux initiales AS. Donc on ne sait pas qui c'est ce monsieur. Et je lis cet article. Et il dit, il y a quelques années, 3-4 ans, j'ai eu la chance de rencontrer cette dame à Rome, elle m'a reçu. Et effectivement, elle ne recevait personne. Elle ne recevait surtout pas les Anglais, surtout pas les Autrichiens, surtout pas les Prussiens et les Russes. Elle détestait tout ça. Et là, c'est un Français qui lui demande audience. Et il raconte cette entrevue qui a duré 1 heure et demie à peu près. Et moi, j'en fais un livre, et j'en fais un livre d'entretien, puisque je fais revenir plusieurs fois ce journaliste qui va l'entretenir. Et elle va se livrer, elle va raconter sa vie, ses souvenirs, son enfance, son mariage, ses années de bonheur, ses années d'errance, son exil, puisqu'elle est obligée de quitter la Corse, les années de gloire, et puis les années à nouveau d'exil et de souffrance, puis la mort de ses enfants, puisque elle a 81 ans quand je la rencontre, quand je la fais rencontrer, je me mets à la place des journalistes, et elle a 81 ans, elle vient de perdre Napoléon, pour lequel elle s'est battue jusqu'au bout, pour adoucir son sort, et pour faire en sorte que le corps revienne, que les cendres reviennent en France. Elle se bat jusqu'à la mort. Elle a perdu Elisa, elle a perdu Pauline, elle a perdu son petit-fils, le roi de Rome, avec qui on l'interdisait de correspondre. Donc elle a toute cette souffrance-là, et à la fin de sa vie, elle écrit une lettre, et elle termine cette lettre en disant « Je suis la mère de toutes les douleurs ». Et c'est le titre du roman. Voilà le titre ou le sous-titre de votre livre. Et du coup, alors votre source principale, c'est cette lettre, cet article, pardon, que vous avez alors, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Après, c'est ce qui me fait imaginer cette rencontre. Et après, c'est tout un travail d'historien. J'ai travaillé d'ailleurs avec mon épouse, qui a beaucoup... C'est la première fois que je travaille avec elle, qui m'a fait toute ma documentation, qui a travaillé de façon acharnée sur Alors la source, c'est quoi? Ce sont les lettres, c'est tout ce que l'on peut trouver dans les grandes bibliothèques, c'est les historiens, Augustin Thierry, etc., jusqu'à aujourd'hui, Decaux, qui ont publié certains extraits de lettres. Donc nous avons rassemblé toutes ces lettres, et j'ai essayé à travers ce que je pouvais comprendre de ces lettres. Elle n'a pas écrit, elle a fait écrire, elle a dicté ces lettres. C'est un personnage qui avait un accent très fort corse. Hein, pour vous que ça dure, c'était sa fameuse phrase, mais qui est vraie. Elle avait un très fort accent, et elle a bien parlé français à la fin, mais elle parlait pas très bien, elle n'avait pas la maîtrise de la syntaxe. Donc elle avait un complexe vis-à-vis de ça. Et quand son fils, Napoléon, empereur, lui dit « Il faut que tu te montres, il faut que tu ailles dans les salons avec Joséphine, etc. » Elle est un peu timide, et elle comprend ses limites de langage, et que les gens disent mais comment elle parle, qu'est-ce qu'elle parle, etc. Et d'ailleurs, les deux journalistes qui vont la rencontrer font deux petites erreurs quand ils la rencontrent pour la première fois. Alors il appelle Altesse, elle dit non, j'ai été Altesse impériale, mais je ne le suis plus. Voilà. Et ils lui disent alors merci de nous recevoir et merci de confirmer ce rendez-vous malgré votre chute. Et là, elle dit ma chute, mais... Et effectivement, elle vient d'avoir une chute physique. Elle est tombée dans les jardins de la Villa Borghese. Elle est impotente. Mais pour elle, c'est pas ça qui est important. C'est sa chute, c'est la chute de la famille, c'est la chute impériale, c'est l'exil.
Et donc, elle rougit, ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés. Et puis, deuxièmement, ils lui disent, et puis si vous voulez, madame, on peut parler en italien. Et là, elle est offusquée, elle se dit, ça y est, mais vous savez, je peux parler français. Et elle se dit elle-même, bientôt, ils vont me demander de parler corse. Elle a toujours ce petit complexe de... Et donc, elle va dicter ses lettres. La plupart de ces lettres seront dictées et sont dans un français extrêmement pur. Et moi, j'ai choisi de reprendre l'esprit de ces lettres et donc de la faire parler comme elle communique à travers ces lettres. Alors, maintenant que tu es rentré dans l'intimité des rois et des reines, est-ce que, selon toi, il y a des choses qui nous ont été cachées et que tu as pu découvrir, même indirectement, dans la vie, y compris de Napoléon lui-même? Non, dans les relations, qu'est-ce qu'on a pu nous cacher des choses? Non, moi, surtout ce que j'ai essayé de découvrir, c'est les sentiments intimes de cette mère. Qui a été quand même, qui a enfanté des rois, des reines, un empereur, qui a vécu dans la misère, en tout cas dans la précarité, quand elle avait 26 ans, 36 ans, elle est obligée de fuir la Corse. Ce que je voulais montrer, c'est que c'est une femme qui, toute sa vie, quasiment, va vivre en exil dans sa tête. Elle adore la Corse. Et à un moment donné, c'est à l'époque de la Terreur, la famille Bonaparte n'est plus en odeur de sainteté en Corse, c'est Paoli qui revient. Et Paoli veut chasser la Bonaparte et la famille Bonaparte. Et donc elle part en exil et elle n'y reviendra que très peu. Et toute sa vie, elle sera en dehors de cette Corse qui est sa patrie. Et même quand elle est Altesse impériale, elle est dans sa tête en Corse. Elle reste la mater napoléonis, comme on le disait à l'époque. Mais pour elle, c'est une simple femme. D'ailleurs, elle n'est pas très heureuse quand son fils lui annonce qu'il veut devenir empereur. Elle dit, mais c'est une erreur, il ne faut pas le faire. Elle et Joséphine, qui ne s'entendaient pas d'ailleurs, se sont entendus là-dessus, disaient que c'était insensé de devenir empereur. Merci à vous, merci Malek Chebel, l'érotisme arabe aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins, et à Patrick de Carolis, Laetitia, je ne sais pas trop comment on le prononce d'ailleurs, on va dire Laetitia Bonaparte, la mère de toutes les douleurs aux éditions Plomb. Merci à vous et on vous retrouve sur vos stands pour des signatures.